Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance 31 en C++ pour une vidéo qui va être très importante, c'est pour ça qu'on la voit d'ailleurs à ce stade du cours. On arrive sur la fin du cours de C++ et je voulais qu'on aborde ensemble le concept de pointeur avec y compris l'héritage finalement, toutes on va dire les fonctionnalités héritées du langage C, que le C++ bien sûr se voit doter, et les nouvelles fonctionnalités apportées avec C++ pour travailler avec ces différents pointeurs. On va voir les différents types qui existent et ce qu'on peut faire avec, et surtout à quoi ça sert, parce que vous n'avez pas forcément programmé en langage C avant de faire du C++. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire, donc je vais bien évidemment vous expliquer un peu tout ça. Alors il faut savoir qu'au départ, en tout cas, le langage C++ était une extension du langage C. Quand il est né, au départ, c'était son rôle. Il devait simplement étendre le langage C, il ne devait pas être forcément un langage à part. C'est que par la suite, qu'il s'est complètement distingué du langage C, mais bien évidemment, pour des raisons de compatibilité, il garde l'ensemble des fonctionnalités, quasiment en tout cas, du langage C, pour éviter bien sûr de casser du code existant. En langage C, et je vais reprendre ça au niveau syntaxe C++, si nous voulions, admettons, avoir accès à des ressources dans différentes fonctions, puisque vous avez appris à programmer avec des fonctions, je rappelle également qu'en langage C, pour ceux qui ne sauraient pas, nous n'avons pas de paradigme objet, donc on ne peut pas créer d'objets instanciés, etc., et définir des classes, et bien sûr avoir accès à toutes les fonctionnalités sous-jacentes, polymorphisme, etc. Donc, on ne pouvait pas, en fait, sans l'usage de pointeurs comme je vais vous le présenter, faire accès, en tout cas donner l'accès à des ressources dans d'autres fonctions. Je vais vous donner un petit exemple très simple et vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire. Je vais créer ici un nombre, je vais lui passer une valeur, je l'initialise donc à 38, ok. Et le but, finalement, c'est d'avoir appel à une fonction et de pouvoir transmettre la valeur de n, et ensuite que cette valeur, elle est changée, d'accord. Donc là, encore une fois, à part bien sûr l'usage ici de cout pour le C++, ça pourrait être un code en langage C, il n'y aurait vraiment pas de différence. On va regarder la valeur qu'il a avant, et on va regarder la valeur qu'il a après. Comprendre, cette vidéo, on va expliquer pas mal de choses, donc c'est très important, n'hésitez pas à prendre des notes, à la regarder en plusieurs fois, à la regarder même si vous voulez en plusieurs parties, vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup, parce que je vais faire qu'une vidéo sur le sujet, et j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. On va ensuite passer ça à une fonction. Donc le but, bien sûr, c'est, on pourrait bien sûr éventuellement faire ceci. On va reprendre éventuellement un exemple de fonction avec un retour, pourquoi pas. Voilà. Et ensuite, on retournerait une autre valeur, quelle qu'elle soit. Bon, l'exemple est très simple et n'a pas de sens dans un vrai programme. On ne ferait pas ça, ça n'a aucun sens. C'est juste pour vous illustrer un petit peu le problème qui peut se présenter, et qui se présentait en tout cas avec le langage C. On va ensuite compiler tout ça. Voilà. Alors j'ai fait une bêtise sûrement. Qu'est-ce que j'ai passé Ah oui, on l'utilise pas, pardon. C'est pas ce que je voulais faire. On va pas faire ça comme ça, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc on va changer 45, parce que le but bien évidemment c'est de changer le contenu de cette variable-là, pas de retourner autre chose. Et ensuite effectivement on retourne n. Voilà, je suis allé un peu vite. J'étais déjà en train d'écrire du code, on va dire optimisé, alors que justement le but c'était de vous montrer ce principe-là. Prog. Voilà. Ici, on pourrait penser qu'il n'y a pas de problème, d'accord. On a l'information sans souci, puisqu'on sait qu'une fonction peut renvoyer un résultat. À la base d'ailleurs, quand elle n'envoie pas de résultat, on appelait ça historiquement une procédure. Et quand une procédure renvoyait quelque chose en sortie, on appelait ça donc une fonction. On avait trouvé un autre terme pour faire la différence à l'époque, en tout cas entre procédure et fonction, même si on ne s'embête plus avec ça aujourd'hui. Le truc, c'est que là, on peut renvoyer effectivement un résultat, mais on ne peut renvoyer qu'une seule information. C'est-à-dire que si je veux par exemple modifier tout un tas d'informations sur une ressource, on ne pourrait pas déjà avoir l'information, d'accord, on ne pourrait pas retourner en fait plusieurs choses. Je ne peux pas par exemple m'amuser à retourner plusieurs variables comme ça, pas possible, d'accord. Et mieux encore, ce qui pourrait être intéressant, c'est finalement de faire ça, de se dire on ne renvoie rien, juste on a une fonction et son rôle, sa responsabilité, c'est de changer la valeur d'un nombre entier et c'est tout. Donc on devrait normalement avoir juste à faire ça et terminer. Et là, évidemment, bon, outre le fait que, bien sûr, cette fonction n'est pas forcément très utile, bon là on s'en fiche du warning, on voit que la valeur n'a pas changé. Pourquoi elle n'a pas changé? Et bien tout simplement puisque nous avons ici une copie. Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans pas mal d'autres langages également, enfin que vous avez peut-être vu aussi, et ce qu'on avait abordé notamment lorsqu'on a fait appel lorsque je vous ai parlé de passage par valeur
et de passage par référence, parce que les références ont été introduites justement en C++ et n'existaient pas en langage C. Et je vous avais expliqué ici qu'on a donc un passage par valeur et qu'il y a une copie qui est effectuée. Donc ça, si vous l'avez toujours pas compris, il faudra revoir un des anciennes vidéos, ce que je l'ai déjà expliqué avant. C'est vraiment que des rappels, mais pour introduire un petit peu le concept de pointeur ici en C++. Donc là, en fait, ce n'est pas la même variable. Même si je l'ai appelé par le même nom, j'aurais pu l'appeler d'ailleurs autrement. J'aurais pu appeler ça, bon, peut-être pas i, parce que c'est utilisé généralement par convention pour les pointeurs, pour les compteurs, pardon. J'aurais pu faire ça, peu importe. C'est pas la question, ça c'est juste une étiquette. Mais ici, on a une copie qui est réalisée, dans laquelle on a bien sûr la valeur 38 au départ. Et donc j'ai effectivement changé la valeur de la copie dans cette fonction. Et vous savez que dans le contexte de la fonction, on a une portée locale. Et cette variable n qui a été copiée, une fois qu'on a quitté la fonction, elle est détruite. Donc on n'a évidemment pas modifié ça. Le but, ce qui est recherché, c'est on veut avoir accès à ça. On veut effectivement faire référence pour le coup, ou pointer en tout cas sur cette variable-là. C'est pour ça que C++ notamment a permis, via les références, de procéder à ceci. Et la différence avec une référence, bien sûr, c'est qu'on redirige directement vers l'information qu'on veut. Je rappelle qu'une référence ne peut pas en fait faire référence à rien. Elle a forcément fait référence à quelque chose qui existe déjà, une donnée qui existe, et on avait ça en C++. Mais sachez qu'encore une fois, en langage C, cela n'existait pas. On n'avait pas ce genre de syntaxe qui était possible. Il fallait donc que les concepteurs trouvent, ou en tout cas inventent un système, pour permettre d'avoir accès directement en mémoire à l'information qui est ici. Pas à une copie de la variable, mais à cette donnée ici où elle est stockée en mémoire pour pouvoir modifier la valeur qu'elle contient. C'est ça qui était important. Et nous avons pour cela, il a été inventé donc le concept de pointeur et qui change complètement la donne et qui va permettre justement de réaliser tout ça. La seule différence, alors je vais pour le moment mettre ça en commentaire, ça aussi, c'est bien sûr en termes de syntaxe qu'il faut bien qu'on puisse différencier l'un ou l'autre, et on va utiliser le caractère astérisque. Alors je rappelle encore une fois que vous le mettiez là, que vous le mettiez collé à la variable, que vous le mettiez au milieu. Bon après c'est les goûts et les couleurs vous voyez comme vous voulez, donc il n'y a pas bien sûr de problème, ça ne posera pas de problème à la compilation. Donc c'est vous qui voyez, certains le collent au type, d'autres le collent au nom de la variable, peu importe. Quelle est la différence finalement avec une variable classique? La différence tient dans le fait que une variable va être donc en fait une information qu'on va avoir ensuite en mémoire, on s'en occupe pas mais ça sera géré directement par le langage et le système d'exploitation surtout, et on va pouvoir mémoriser une valeur, stocker une valeur à cette adresse, et on aura donc accès à cette valeur. Comme on le faisait ici, on affichait la valeur de n, ça marche très bien. Ici, on ne va pas dans un pointeur stocker une valeur directement, on va stocker une adresse, et pas n'importe quelle adresse, puisque nous allons stocker l'adresse d'une autre variable. Et c'est ça justement qui est intéressant. Donc comment ça fonctionne? Avec un exemple plus simple, c'est d'avoir notre variable n, ça change pas, on est d'accord, et ensuite de créer un pointeur, je vais l'appeler p de n, et ici d'indiquer qu'il doit pointer, d'accord, vers l'adresse de n. Et pour ça, nous avons un caractère qui est utilisé en programmation, qui est le et commercial, ou l'esperluette, selon comment vous l'appelez, suivi bien sûr de la variable en question. Avec cette syntaxe, vous faites référence à l'adresse de n, puisque si vous voyez que si on ne met pas en fait le et commercial, on ferait référence à la valeur ici, qui est mémorisée, en tout cas qui est stockée dans cette variable. Donc c'est obligatoire, et c'est ici en tout cas à l'initialisation qu'on le fait. Lorsqu'on déclare et qu'on initialise le pointeur, donc au moment où vous mettez l'astérisque, c'est ici que vous indiquez vers quelle adresse ça fait référence, c'est important. Sinon bien sûr il faudra faire ça éventuellement plus tard. À partir de là, il n'y a pas de problème. Alors, je peux refaire un autre affichage, déjà, pour montrer qu'on fait bien référence à la même chose. P de n. Alors déjà, on va faire éventuellement différentes syntaxes. Je vais vous introduire donc cette syntaxe, vous allez comprendre pourquoi. Pour qu'on obtienne en fait la même chose, la même information qui soit affichée, bien sûr, et qu'on fasse référence à la même donnée. Voilà ce que nous avons. Vous voyez qu'on a bien la même valeur, pas de problème. Par contre, vous avez remarqué que la syntaxe était différente. Donc pour ça, je vais vous montrer un petit peu toutes les syntaxes qu'on peut retrouver finalement là-dessus. Bon là, nous avons une variable classique, donc à part l'afficher telle qu'elle ou faire référence à son adresse, c'est-à-dire ça, on n'a pas beaucoup de choix. Pour le pointeur, lui comme c'en est un, on a donc l'affichage, on va dire, classique, on met juste le nom de la variable, son étiquette. On pourrait tester ça, voir un peu ce qui se passe, pourquoi pas, et tester avec la syntaxe ici. Donc je rappelle, hop, ici, cette syntaxe. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne à l'affichage, je vais pouvoir vous expliquer à quoi ça fait référence à chaque fois, en tout cas ce que ça indique exactement. Et voilà les informations que nous avons. Comme d'habitude,
Le simple affichage d'utilisation de l'étiquette, donc le nom, l'identifiant utilisé pour une variable, fait référence à sa valeur, la valeur qu'elle contient. On l'a fait depuis le tout début du cours, on connaît bien, il n'y a pas de souci. Ici, sans surprise, je vous l'ai expliqué juste avant, on fait référence donc à l'adresse, ça contient donc l'adresse, et vous voyez qu'on a une adresse mémoire, on s'en fiche de savoir ce qu'elle contient, c'est juste pour vous montrer un petit peu le format, généralement ici compacté en hexadécimal, et on a bien celle-ci. Maintenant, regardez le pointeur, on retrouve la même adresse, donc cela vous confirme que P de n contient effectivement, non pas une valeur, comme ici, mais l'adresse d'une autre variable, et c'est bien le cas, vous voyez que les deux valeurs sont identiques. Par contre, quand on met ce symbole, rappelez-vous, ça fait référence à l'adresse de la variable en question. Un pointeur, n'oubliez pas, c'est une variable. C'est une variable un peu particulière, mais ça reste une variable quand même. Donc en utilisant ce symbole devant un identifiant de pointeur, on a donc l'adresse du pointeur, et non pas l'adresse qu'il stocke, qu'il mémorise. Et ça, c'est l'adresse où est présent le pointeur en mémoire. Et bien évidemment, si on veut accéder à la valeur de la variable qu'il pointe, donc la valeur qui est stockée à cette adresse, on dit que l'on déréférence le pointeur, c'est le terme à retenir, et pour cela on utilise à nouveau l'astérisque, et c'est là qu'on fait, donc en fait on va faire référence à ça, et on va déréférencer l'adresse pour trouver en fait la valeur correspondante. Parce qu'à chaque adresse, vous savez, vous avez un couple en mémoire, c'est une adresse mémoire, ou un ensemble d'adresses selon l'occupation mémoire de l'information, et ensuite la valeur de cette information. Donc voilà la différence. Si vous voulez afficher la valeur d'une variable pointée avec un pointeur, il faudra toujours utiliser l'astérisque, parce que si vous vous amusez à utiliser ça ou cette syntaxe, en fait vous aurez des adresses et c'est certainement pas ce que vous voudrez afficher comme information. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris déjà beaucoup de choses concernant justement cette syntaxe de pointeur. Alors pareil, comme un pointeur est une adresse, contient l'adresse d'une variable, on ne serait pas automatiquement ici obligé de créer un pointeur explicitement quand on fait l'usage de cette fonction que je vous ai montrée. Est-ce qu'on a moyen en fait, sans utiliser ce pointeur, de travailler quand même avec la fonctionnalité des pointeurs? Eh bien c'est le cas. Ici, il suffit simplement de dire que notre fonction, elle n'attend pas en paramètre une simple variable, mais elle attend un pointeur sur entier. Et là, ça change tout. Dans ce cas-là, ici, si je veux changer la valeur, si vous avez bien compris le principe, ici nous avons un pointeur, n, et non plus une simple variable. Donc si on veut changer la valeur comme on le fait ici via une affectation, eh bien il faut indiquer une astérisque. C'est important. Ici, ça ne change pas, c'est une simple variable. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'au lieu de faire un passage par valeur, nous allons passer par adresse la variable. Parce que si elle attend ici un pointeur, n'oubliez pas, un pointeur contient une adresse. Donc ça tombe bien, c'est ce que nous lui envoyons ici. Je rappelle qu'elle ne retourne rien, d'accord? Et qu'ici, maintenant, si je compile et que j'exécute le programme, on aura bien changé la valeur. Alors, si je ne l'affiche pas, on ne verra rien du tout. Donc ça l'a bien fait, mais vous n'avez pas la preuve visuelle en tout cas que ça l'a fait. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Avant et après. On recommence. Et voilà. Nous avons véritablement changé la valeur qu'il y avait en mémoire, et non pas une copie. Parce que ici, une fois que nous avons ça, nous avons en fait accès directement à l'adresse. Pour ceux qui à ce stade auront encore du mal à comprendre ce principe, je prends toujours un exemple qui est très parlant. Pensez au courrier. Voilà. Quand vous envoyez un courrier à quelqu'un, la seule information que vous avez besoin, c'est son adresse postale. Voilà. Et ensuite le facteur, via l'adresse postale, est capable de retrouver la personne qu'il y a. Et c'est exactement pareil. C'est en fait ici, ça, c'est le pointeur, c'est le facteur. Et qu'est-ce qu'il a comme information à sa disposition? Il a une adresse. Et à partir de là, une fois qu'il a l'adresse, c'est bien chez vous qu'il arrive et qu'il pourra livrer le courrier. Et non pas à une copie de chez vous, une maison copiée de chez vous, un appartement copié de chez vous. Bref, vous avez compris le principe. Donc c'est exactement comme ça que cela fonctionne. Particularité maintenant des pointeurs, c'est qu'il n'est pas obligé de pointer sur quelque chose. Alors, il faut faire attention par contre avec ce genre de comportement, mais on pourrait très bien dire que le pointeur pointe sur nul. En C, on utilisait cette syntaxe-là. En C++, on a quelque chose de beaucoup plus pratique que vous devez absolument utiliser en C++, qui est d'indiquer que nous avons un pointeur nul. Alors pas comme ça, pardon, je vais enlever cet exemple. On va bien sûr changer un peu tout ça. Hop, on va faire ici, voilà, un pointeur tel quel. Et nous avons donc cette information-là. Voilà. Bien sûr, si vous essayez d'afficher un pointeur nul, votre programme va crash. Voilà, vous aurez une erreur, donc ne le faites pas. D'accord, voilà, parce que ça ne pointe sur rien. Donc ça n'aurait aucun sens d'essayer d'afficher un pointeur nul. Éventuellement une adresse, oui, mais afficher la valeur de quelque chose sur lequel il ne pointe pas, ça ne marcherait pas. Rien n'empêche par la suite, en revanche, de créer notre petite variable, comme d'habitude, et de faire pointer par la suite ce dernier. Là, nous n'utiliserons plus l'astérisque. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, une fois qu'on a fini de déclarer initialiser le pointeur, si on s'amuse à faire ça,
Eh bien en fait, on ne va pas stocker l'adresse, ça fait référence à une valeur éventuelle. Nous, on veut dire que lui, il pointe sur n. Donc on retrouve ceci, puisque c'est ça le pointeur en lui-même. Et ici, effectivement, on indique la syntaxe par adresse de n. Et là, à nouveau, je vais mettre ceci, ptr, et on fait bien référence à la même information. Pareil, pour ceux qui se poseraient la question, qu'est-ce qui se passe si je viens changer la valeur de n? Je pense que normalement certains à ce stade, peut-être même tout le monde a déjà compris ce qui allait se passer. Vous voyez que ça changeait partout, parce qu'on n'a pas de copie, d'accord? Le pointeur il fait juste référence, c'est le facteur qui a votre adresse. Donc évidemment, si vous changez quelque chose dans votre maison, eh bien, par exemple, changez votre adresse, et bien évidemment, l'adresse elle aura changé chez le facteur. Votre adresse elle est unique, il n'y a pas des copies de votre adresse ou des adresses différentes, sinon c'est un peu bizarre. Et pareil, si je veux changer via le pointeur, qui je rappelle fait référence, il fait référence, il pointe pardon sur la variable, on va faire attention au mot référence, hein, en C++, évidemment, ça va changer l'information aussi. Vous avez en fait ici, à ce stade, deux syntaxes pour pouvoir modifier la valeur de la donnée. Donc c'est deux possibilités qu'on a. Mais n'oubliez pas que l'intérêt ici, bien sûr, après, c'est de pouvoir transmettre l'information via des fonctions et donc d'avoir un programme un peu plus modulaire. Et quel intérêt aussi de ça? Comme pour les références, on n'a pas de copie. Et forcément, si vous n'avez pas de données à copier à chaque fois que vous passez à une fonction, c'est vachement économe. Parce que si vous devez commencer à copier des énormes quantités de données, des tableaux, carrément des objets, etc., si on faisait tout par copie, bien évidemment, ce serait pas pratique. Alors ça, vous allez me dire, jusqu'à présent, parce qu'on le voit quand même sur la fin du cours C++, on ne l'avait jamais utilisé, justement parce qu'en C++, nous avons les références. N'oubliez pas, voilà, si je veux modifier n, je vais utiliser la syntaxe des références, donc avec à nouveau le et commercial, et ici je n'aurai qu'à faire ceci, changer la valeur, et ce sera très bien. Et d'ailleurs, j'ai pas besoin de retourner quoi que ce soit. Et donc, on va pas s'embêter, on aura juste à nouveau int n égale 23, on va changer la valeur, on passe n, terminé. Alors, on ne le verra pas par contre. Voilà, je fais un peu vite parce que voilà, maintenant c'est assez clair et qu'on a encore pas mal de choses à voir. Comment ça, il le connaît pas? Oui, bah. Pourquoi il n'est pas content? Change value. C'est bien le bon nom. Qu'est-ce qui m'embête, lui? Oh là, n'importe quoi. Oubliez le type. J'écris un peu vite, hein. Voilà. Oui, c'est ça, on a bien modifié la valeur. Donc bien sûr, en C++, on s'embête plus avec l'usage des pointeurs tels quels, on travaille avec les références. Mais attention, n'oubliez pas, une référence doit forcément faire référence à quelque chose. Autant on peut avoir un pointeur qui ne pointe sur rien, donc un pointeur nul, autant on ne pouvait pas avoir une référence nulle, c'est pas possible. Donc c'est la grosse différence qui est entre les deux. Si vous demandez quelle différence il y a entre un pointeur et une référence, vous l'avez. Une référence, elle n'existe que s'il existe une information sur laquelle elle peut faire référence. Un pointeur, il peut vivre sa vie tout seul, il ne pointe sur rien, et à tout moment, on peut le faire pointer sur quelque chose. Et surtout, on peut changer ce sur quoi il pointe. Ça aussi, c'est intéressant. Et après, on passera à la suite, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Donc je fais M, L23. Oui, on va faire ça comme ça. Je crée le pointeur, je dis voilà, il pointe sur M, bien sûr. Voilà. Et à tout moment, je peux créer une autre variable. Et ce dernier, il peut changer en fait, vous voyez, de localisation. C'est comme si, encore une fois, vous aviez, finalement, le facteur, on lui dit, il doit livrer plein de courriers. Donc au départ, entre guillemets, un livreur, voilà, il va pointer vers une première adresse pour livrer un premier courrier. Et ensuite, voilà, il continue sa livraison. Et donc il passe à une autre adresse, et ainsi de suite, puisqu'il a une liste d'adresses sur lesquelles il doit effectuer des livraisons de courrier. Donc ça rejoint un petit peu ce système-là. Voilà, ça aussi c'est une différence qu'on a par rapport aux références, et qu'on peut bien sûr changer les choses. Un pointeur peut pointer sur rien, il peut pointer sur une information, et il peut changer l'information sur laquelle il pointe. Et là vous voyez qu'effectivement c'est bien le cas
un coup c'est sur M, un coup c'est sur N, donc il n'affiche plus du tout la même chose. Donc ça c'est important. Ceci est appelé, donc ce qui est hérité du langage C est appelé un pointeur nu ou un pointeur brut, ou un raw pointer si on emploie le terme anglais. Et c'est évidemment ce qui est issu du langage C. J'étais obligé de vous montrer parce que c'est important de savoir que ça existe, c'est important de savoir que ça fonctionne également en C++, et de savoir un peu le fonctionnement de tout ça. Parce que de toute façon, nous allons être amenés à retrouver cette syntaxe également pour des solutions un peu plus modernes. Donc c'est important de savoir tout ça, et de bien retenir qu'un pointeur, c'est une variable qui mémorise l'adresse d'une autre variable. C'est la définition la plus simple que vous puissiez donner un petit peu à tout ça. Donc maintenant, vous avez toute l'information qu'il vous faut, d'accord ? Évidemment, si on veut travailler par exemple avec des données, mais sans forcément savoir l'occupation qu'elles auront en mémoire à l'avance, ce qui peut arriver, et qui est un scénario, un cas, en tout cas un contexte, qui arrive très souvent en programmation. On ne sait pas à l'avance quelles données on va avoir, et donc on aura à l'exécution besoin d'allouer dynamiquement l'espace mémoire nécessaire pour nos données, ce qu'on appelle l'allocation dynamique de mémoire. À l'époque, justement, on aurait utilisé des outils. Si vous avez fait du langage C, vous vous souvenez, j'espère en tout cas, des fonctions comme malloc et free que nous avons utilisées. En C++, au départ, nous avions des outils comme new et delete, ou éventuellement delete comme ça quand on travaille avec des tableaux. Et ça, bien sûr, n'est plus à utiliser. Bien sûr, ne faites pas ça en C++, ça marcherait, votre programme compilerait, mais ce n'est pas du C++. Si vous utilisez malloc et free en C++, vous êtes en train d'écrire du C. Donc on ne fait pas. Et ça, c'était du entre guillemets vieux C++, c'est ce qu'on faisait au départ pour garder la compatibilité avec l'héritage du langage C, mais on n'utilise plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nouveaux outils qui sont arrivés sur C++. Alors, quand je dis nouveaux, ils ne sont pas arrivés hier, ça fait un petit moment, évidemment, mais on a des outils conçus justement pour C++, et ce sont ce qu'on appelle les pointeurs intelligents, les smart pointers. Et c'est ce que nous allons utiliser ici. Alors ça, je vous l'indique quand même, je vous indiquais quand même ces noms, parce que si un jour vous maintenez un vieux code en C++ de quelqu'un d'autre, ou vous êtes en train de travailler sur un code, vous risquez de rencontrer ces choses-là, et donc c'est bien que vous sachiez que ça existe. Donc c'est le même principe, voilà, tout ce qu'on alloue avec new, on doit le libérer de la mémoire avec delete. Donc on retrouve ces choses-là. Mais c'était plus, voilà, à titre informatif tout ça. Nous on va s'intéresser un petit peu au pointeur intelligent pour voir comment ça marche. Donc c'est important de voir tout ça. On a parlé des pointeurs bruts ou pointeurs nus, on a parlé des références qui ont permis à C++ et bien évidemment d'éviter de passer tout par les pointeurs bruts. Vous voyez, on peut s'en passer en fait dans quasiment tous les scénarios. Et vraiment dans le cas où on aurait besoin d'allouer dynamiquement de la ressource, si vous voyez que quand vous programmez, vous n'avez pas ce besoin, c'est pas grave. Voilà. Les pointeurs intelligents que nous allons voir ne doivent pas être systématiquement utilisés. Vous allez voir que C++, et vous l'avez vu jusqu'à présent de toute manière, nous a permis d'éviter cela. On a utilisé des types de conteneurs, voilà, on a fait des listes, on a fait des piles, on a fait des tableaux dynamiques qui pouvaient s'agrandir en fonction du nombre d'éléments que vous voulez mettre dedans, et pas une seule fois on a dit, alors voilà, je veux allouer un tableau de X éléments, de telle place. On n'a jamais eu besoin de le faire parce que nous utilisions des outils de la bibliothèque standard. Donc c'est tout l'avantage, et vous devez bien sûr toujours privilégier ça. Le fait d'utiliser string, jamais une seule fois nous gérons la mémoire manuellement. Quand on utilise std vector, pareil, c'est un tableau dynamique, on ne s'occupe jamais de la gestion de la mémoire, parce que ces outils se chargent de gérer tout avec des pointeurs intelligents ou non, peu importe, ils se chargent de gérer la mémoire pour allouer les ressources nécessaires, libérer les ressources nécessaires, et nous on n'a plus à s'occuper de tout ça, on utilise les outils tels quels, et on sait qu'il n'y aura pas de fuite de mémoire, pas de problème. Donc le conseil que je peux donner, surtout à ce stade, privilégiez au maximum les outils de la bibliothèque standard. D'accord ? Ne vous amusez pas à faire de la gestion manuelle de la mémoire, ça ne sert à rien. Vous avez tout un tas d'outils pour le faire à votre place. Mais si un jour, effectivement, il s'avère, encore une fois que ce soit sur un code existant qui n'est pas de vous, ou un nouveau code qu'on vous impose de faire de cette façon, et que vous deviez gérer, allouer dynamiquement de la mémoire, vous allez utiliser les pointeurs intelligents, et c'est tout un concept que nous allons voir ensemble ici. Un pointeur intelligent, à la différence des pointeurs bruts juste avant, on va travailler avec des objets, d'accord ? On va en fait avoir un objet qui va fonctionner comme un pointeur, ça ne change pas. Par contre, il va proposer des fonctionnalités supplémentaires, ça c'est intéressant, pour gérer en fait, voilà, toutes nos ressources, que ce soit l'allocation de mémoire, la libération de mémoire, sans pour autant s'occuper de le faire manuellement. C'est tout l'intérêt. Sinon, si on fait avec des pointures brutes, là oui, effectivement, on devrait gérer ça manuellement avec new et delete, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. L'intérêt ici, et je vais vous montrer, c'est d'utiliser les pointeurs intelligents. On va retrouver 3 types qui sont très importants et que je vais vous présenter en donnant quand même quelques exemples, ici en C++. Tout ça, tout ce qui est gestion de mémoire,
fait partie de tout un ensemble, tout un modèle en fait de programmation qui s'appelle RAII ou RAII, d'accord? Donc Resource Acquisition, pardon, is Initialization. Donc c'est Initialization, pardon. C'est toujours un peu compliqué à prononcer parce que c'est assez long. Et donc c'est ce modèle-là, c'est un modèle de programmation. Et c'est un ensemble d'outils qui va donc s'occuper de gérer la mémoire au niveau de C++, un peu comme un ramasse-miettes, même si attention, ce serait très réducteur de dire que ce n'est que ça finalement, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est un modèle de programmation qui va servir en fait à gérer tout ce qui est mémoire, allocation dynamique de mémoire, libération de ressources, occupation de ressources, initialisation des ressources, et ainsi de suite en C++. C'est-à-dire en gros, on va lier la durée de vie, si vous voulez, de nos objets à la durée de vie d'une ressource. Et quand cette ressource en fait, n'est plus utilisée et détruite, eh bien l'objet est détruit aussi. Donc on évite les fuites de mémoire, on évite les problèmes de gestion de mémoire manuelle, ainsi de suite. Je ferai une vidéo très certainement dédiée, ce qu'elle n'est pas faite au moment où j'enregistre celle-ci, sur cet outil-là, sur ce modèle. On en parlera donc un peu plus en détail dans une vidéo, donc un tuto en annexe, dans une autre playlist, la playlist des tutoriels de C++. Mais ici, on va juste surtout se contenter de parler des pointeurs intelligents, qui sont liés quand même d'une certaine manière à cet outil-là, à ce modèle. Et on va voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Donc là, on va pouvoir comme ça passer un petit peu à la suite. Quand utiliser les pointeurs intelligents, je vous l'ai dit, si vous devez allouer dynamiquement de la mémoire, voilà, vraiment pour des objets, vous devez en fait vous assurer que la libération des ressources se fasse de manière automatique, etc. Une fois que les données en fait ne sont plus utilisées, et ça peut être aussi pour le partage de ressources. Voilà, vous pouvez gérer même des cas d'erreur, des cas d'exception, si vous avez un code qui devient de plus en plus complexe, et de toute façon ce sera simple, c'est à un moment donné, avec les connaissances que vous avez vues, vous vous rendrez compte que ce que vous voulez faire, vous ne pouvez pas le faire, et donc forcément, c'est qu'a priori, il faudra peut-être utiliser les pointeurs intelligents. Si vous pouvez vous en passer, ne les utilisez pas volontairement pour vous dire, voilà, je veux absolument m'en servir, c'est que vous n'avez pas besoin, et donc utilisez au maximum les outils, comme je le disais tout à l'heure, de la bibliothèque standard du C++. Pour le reste, voyons un petit peu comment cela fonctionne, et notamment les 3 types de pointeurs intelligents que nous avons, et voir un peu dans quel cas en fait on les utilise, parce que bien sûr, il y a des cas particuliers. Nous avons le pointeur unique, nous avons le pointeur partagé, et nous avons le pointeur dit faible, d'accord, qui est un cas qui fonctionne en fait de concert un petit peu avec le pointeur partagé. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais bien sûr vous faire des exemples les plus simples possibles. Le but c'est pas de vous perdre avec les exemples, sinon on a déjà une notion qui peut peut-être paraître complexe pour certains. Donc si les exemples sont compliqués, vous n'aurez jamais compris à la fin de la vidéo à quoi ça sert tout ça et comment ça s'utilise. Donc on va rester sur des exemples très simples, mais vous pourrez bien sûr après l'adapter à ce que vous voulez et vous entraîner avec des cas un peu plus complexes pour bien assimiler tout ce que vous aurez vu dans cette vidéo. Le pointeur unique, comme son nom l'indique, en fait, va être un pointeur qui va avoir la propriété d'un objet. Donc on va avoir un objet qui est alloué dynamiquement, et il sera le seul et unique, c'est comme c'est marqué dessus, à posséder la propriété de cet objet. Donc en fait de la ressource qu'on aura allouée. Donc là on va commencer à parler voilà, de propriété de quelque chose, d'une ressource, de comment on gère tout ça, des responsabilités que l'on a. Déjà on va inclure le bon fichier d'en-tête qui est memory, voilà, et nous allons l'utiliser ici. Je vais vous écrire d'abord la déclaration complète et après on utilisera le fameux auto pour éviter de tout réécrire à chaque fois, ce qui fera gagner pas mal de temps. On va donc partir toujours pareil de la bibliothèque standard, donc c'est là que c'est tout l'intérêt en fait de ce que nous faisons, et on va donc avoir un pointeur. Ça fait bien sûr appel à de la généricité, donc ça c'est très pratique, pour dire, eh bien en fait on va créer un pointeur unique sur le type que vous voulez. Donc moi je vous ai dit que je faisais des exemples simples, donc je ne vais pas commencer à faire ça sur un type, une classe qu'on a créée à côté, je vais le faire sur un type primitif du C++, à savoir par exemple ici un entier, et ce sera très bien. Je vais l'appeler, alors comme c'est unique PT, on va l'appeler pointeur tout simplement, on va l'appeler comme ça ira très bien. Et on va initialiser tout ça d'une certaine manière, pareil pour éviter les risques de fuite mémoire, tous les problèmes sous-jacents éventuellement à la gestion des pointeurs. On va utiliser un outil bien pratique qui va permettre de créer un pointeur unique et d'être sûr qu'on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Voilà comment que ça se passe. Toujours depuis la bibliothèque standard, vous avez en fait des méthodes make suivies de quelque chose. Et ici donc make unique puisque c'est un unique pointer. Toujours sur un entier, évidemment c'est ce que nous avons. Et ici, vous initialisez en fait avec la valeur que vous voulez. Un entier, c'est simple, c'est une seule valeur numérique, entière, donc je vais mettre le 38 de tout à l'heure. Voilà, nous avons alloué dynamiquement, alors on ne le fait pas pour grand chose, que allouer dynamiquement pour un entier, évidemment dans un cas réel on ne le ferait pas, pour un simple entier non. Par contre si vous gérez, je sais pas moi, vous êtes en train de créer un jeu vidéo et que vous gérez en fait toute une entité de joueurs, une arme, une map, etc. Là forcément ça s'y prêterait davantage,
et vous comprenez un peu le principe que nous avons. Quel intérêt de faire ça? Déjà là on a en fait acquis la ressource, elle est initialisée, et tout va être géré par le langage. Comme pour une variable locale, comme pour ceci, d'accord? Une fois qu'on sort en fait de la fonction en question, du contexte où on se trouve, de la portée locale où on se trouve, vous savez que ça c'est détruit, c'est libéré de la mémoire automatiquement. Jamais on a libéré de la mémoire en fait les simples variables qu'on crée, y compris des chaînes de caractères. Et bien là c'est pareil. Une fois qu'on sort de la portée de la fonction, ceci sera libéré de la mémoire automatiquement, vous n'aurez pas besoin de vous en soucier. Alors là on peut se dire oui bon c'est un entier donc c'est simple, mais même si vous avez autre chose, même si vous avez par exemple ici un type de classe que vous avez créé par la suite, et bien ça fera appel en fait au destructeur de votre classe et ça fera donc la libération de tout ça comme il faut, donc il n'y aura évidemment pas de problème. Après on pourrait voir ça aussi, comment gérer en fait via un gestionnaire un petit peu différentes ressources, mais c'est peut-être, ça sort un peu du cadre du thème de cette vidéo, donc c'est des choses qu'on pourra bien sûr voir éventuellement en annexe dans des tutoriels concernant C++. Donc là c'est très pratique. Maintenant que j'ai ça, eh bien on peut travailler avec et on peut faire un petit peu tout ce qu'on a vu finalement précédemment. Comment accéder à ce dernier? Vous allez voir que c'est pas compliqué, parce que c'est ce que vous avez vu avant avec les pointeurs bruts. Vous utilisez l'astérisque. Et là, on retrouve la syntaxe de tout à l'heure, vraiment, on n'est pas perdu, il n'y a pas de problème. Donc vraiment classique. Comment changer la valeur? Vous avez compris, c'est pour ça que je vous ai présenté, je vous ai introduit la vidéo avec les pointeurs bruts, parce que c'était bien, je trouve, de comprendre un peu tout ça. On utilise aussi l'astérisque, et bien sûr, on peut modifier la valeur sans problème. Voilà. N'oubliez pas qu'ici, c'est comme si nous avions fait, pour ceux qui font du C, un malloc, en fait, pour réserver en mémoire un espace suffisant pour un entier. D'accord? Donc on ne fait pas de libération, il n'y a pas de free, il n'y a pas de std unique, free quelque chose, non, on ne s'occupe pas, on a simplement déclaré ça, initialiser la ressource dynamiquement, et ce sera la libération de la mémoire, la gestion de la mémoire sera faite automatiquement par le langage, par le compilateur. On ne s'occupe pas de tout ça, tout est géré en fait automatiquement. Donc c'est bien sûr très très pratique. Voilà un petit peu comment que ça se passe. Je vais garder cet exemple, parce qu'après on va peut-être compléter un petit peu avec d'autres choses, que vous verrez qu'il y a plein d'outils intéressants, plein de méthodes qu'on peut utiliser avec les différents pointeurs intelligents, et des méthodes qu'on va retrouver un peu pour les trois. Donc je les présenterai un petit peu après. Donc pour le moment, je vais laisser ça comme ça, ou alors on va laisser le son comme ça, on complétera un petit peu s'il faut après, avec celui-ci. Alors, comme je vous ai dit, celui-là, c'est vrai que je ferai peut-être quand même, je ne vais pas aller trop vite, parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire. Je vous avais dit qu'il possède la propriété d'un objet, donc unique. Donc là, en fait, il a la propriété de cet entier, voilà, qui contient 38. C'est lui qui a la propriété, donc c'est ce pointeur intelligent qui va se charger de libérer de la mémoire, en fait, ce qui a été alloué pour cet entier. Et comme je vous ai dit, si ici ce n'était pas un entier, mais un player ou n'importe quoi, n'importe quel type de données, ce serait exactement la même chose. Vous l'avez donc compris, et donc on va revenir là-dessus, parce que oui, je suis peut-être allé un petit peu vite. On ne peut pas faire de copie. Ça paraît logique. Si on pouvait faire de la copie, on n'aurait plus une responsabilité unique. Ça n'aurait aucun sens. Donc si on s'amuse à faire, par exemple, quelque chose comme ça, ptr2, alors je vais renoter ça pour le moment, pour que vous voyez bien que c'est bien ça qu'on a, voilà, qu'on ne triche pas avec autre chose. Donc je rappelle, ça reviendrait à faire ptr2 égale ptr, bien sûr, on rappelle sur les syntaxes de C++. Et ici, donc on s'apprête à faire une copie, logiquement, et bien évidemment, là, le compilateur va nous faire savoir qu'on ne peut pas. C'est évidemment interdit, puisque vous voyez qu'ici, en fait, ça a été supprimé. Voilà, donc tout ce qui est constructeur de copie est en fait retiré, c'est interdit en fait de procéder à ce genre d'opération avec un pointeur unique. Un seul objet peut avoir la propriété. Alors, est-ce que c'est tout? Est-ce que finalement on est limité à ça et terminé? Non. Évidemment, ce n'est pas parce qu'un seul pointeur unique peut avoir la propriété d'un objet que la propriété ne peut pas être transférée vers un autre pointeur. On peut bien sûr procéder à ça. On avait déjà vu un petit peu comment faire du déplacement, le fameux sémantique de déplacement avec std_move. Rappelez-vous, on l'avait vu un petit peu, je crois, avec les chaînes de caractères qu'on avait vu ça. Et là, en fait, on déplace la responsabilité, donc la propriété d'une donnée. Donc bien sûr, si vous passez à une fonction, votre pointeur unique, en passant l'argument par std_move, eh bien c'est la fonction qui récupérera la responsabilité, donc c'est son contexte à elle, qui en fait s'occupera de libérer la ressource à la fin. Et puis par exemple ici la fonction main. Donc ça on l'avait déjà vu. On verra également qu'il y a une méthode qui est release, qu'on verra juste un petit peu après, et qui sert donc un petit peu au pointeur intelligent justement pour faire pareil, pour transférer la propriété d'une ressource, voilà, donc d'un pointeur à un autre, et ça fonctionne très bien aussi. Mais sinon, si vous ne faites pas de transfert de propriété, dans tous les cas la propriété ne peut pas être copiée. Voilà. Pas de copie possible, pas de partage possible non plus, ça va de soi, donc ce n'est pas possible. Donc vraiment important de savoir tout ça.
Et là, évidemment, une fois que cette ressource est détruite, donc une fois que la donnée est détruite, bien évidemment, l'objet est détruit. Voilà. Donc c'est toujours ce qu'il faut savoir, c'est que une fois qu'il n'y a plus de ressources qui existent, forcément, ce qui devait gérer cette ressource, est détruit aussi. Et tout cela, automatiquement, encore une fois, on ne s'embête pas à le faire manuellement, et c'est ça qui est important. Retenez bien tout ça. Voilà pour le premier cas. Pour le pointeur partagé, vous avez un petit peu compris, si vous voyez un petit peu que celui-là était unique, là on comprend bien que les règles vont être un peu différentes pour celui-ci. Lui, effectivement, il va pouvoir être partagé, donc la propriété, pour être exact, va pouvoir être partagée entre plusieurs propriétaires, donc plusieurs pointeurs. On va le voir justement. Je vais remettre ça comme ça. On va cette fois-ci utiliser auto, ça va être quand même beaucoup plus pratique. Je vais l'appeler SPTR pour Shared Pointer, et on va directement créer un pointeur partagé, toujours sur un entier, ça ne change pas. Je vais mettre ici valeur de 45. À nouveau, pour ceux qui se poseraient la question un petit peu au niveau affichage, etc., pas de changement, rien de compliqué, etc. Alors, pour être honnête, vous allez surtout au départ, très souvent et quasiment tout le temps, utiliser des pointeurs uniques. Ça va répondre à beaucoup des besoins que vous aurez en programmation, si tant est vous ayez besoin de pointeurs intelligents, je rappelle. Ici, c'est vraiment si vous avez besoin de partager des ressources entre plusieurs propriétaires. De vous dire, je ne veux pas forcément qu'il y ait qu'à un seul endroit qu'on ait en fait la responsabilité de gérer cet objet, mais on a besoin de le faire en plusieurs endroits différents. Et dans ce cas-là, vous ferez ce type-là. Et ça, pareil, quand est-ce qu'il faut utiliser ça? Il n'y a même pas de réponse à opposer, vous le verrez par vous-même. Voilà, c'est à l'usage, en pratique, vous le verrez. Parce que vous essayerez d'utiliser un pointeur unique et vous vous rendrez compte qu'au niveau de votre programme, ça ne marche pas, ça ne convient pas. Donc automatiquement, vous saurez qu'il faut passer à un pointeur partagé. Donc ce sera très très simple de déduire que c'est celui-ci qu'il faut utiliser comme type et non pas celui-ci. Donc vous ne vous poserez pas beaucoup la question, en tout cas pas très longtemps. Forcément, comme on peut avoir plusieurs éléments partagés, on aura un compteur, mais on va déjà en créer un autre. Parce que là, finalement, on peut voir qu'on a ça. Et rappelez-vous, on a vu que tout à l'heure, on avait finalement, alors je vais le mettre ici, qu'on avait en fait impossibilité de faire des copies avec le pointeur unique. Donc ici, on s'attend à pouvoir le faire, justement. Donc à se dire, bon, on a le 1, je vais le faire comme ça. Hop. Et ici, le deuxième, qui est une copie du premier. Est-ce que cela est possible? Vous tenez bien que si je vous le dis, c'est que oui, sinon, si on ne peut pas le faire, si on ne peut pas partager une propriété avec un pointeur partagé, c'est un peu bizarre. On demanderait pourquoi ils l'ont nommé ainsi. Et là, bien évidemment, ça fonctionne, et vous voyez qu'ils font tous les deux, ils pointent tous les deux, en fait, vers la même donnée. Donc ça, c'est super intéressant. Là, ce qui va se passer en termes de libération des ressources, et bien évidemment, c'est que l'objet il sera détruit lorsque le dernier propriétaire en fait sera détruit, il n'existera plus non plus. Donc par exemple, si je venais en fait à ce que celui-ci disparaisse, bien sûr, on ne perdrait pas l'objet en question, il ne serait pas libéré pour autant, parce que lui en a la propriété aussi. Vous imaginez sinon le drame que ce serait si on supprimait la ressource parce que ça y est, un des propriétaires n'existe plus. Non, tant qu'il existe au moins un propriétaire, la ressource continue d'exister aussi, puisque elle est partagée entre plusieurs propriétaires. Et c'est là toute la différence finalement que l'on a. Comment cela est géré? Très simplement, comme on le fait beaucoup en programmation, avec un compteur. On a un compteur ce qu'on appelle en fait un compteur de référence, donc qui contient le nom de référence à la ressource en question. Et bien sûr, une fois que le compteur arrive à 0, c'est là effectivement que l'objet est détruit. Il n'y a plus de propriétaire, donc plus besoin de garder l'information en mémoire. Elle doit être libérée. Sachez que c'est une recommandation en programmation. On alloue des ressources en mémoire et on essaye au plus tôt de les libérer. D'accord? Dès qu'on n'en a plus besoin, ça ne sert à rien de garder en mémoire en fait des données qui ne vont plus être utilisées. Sinon, c'est du gaspillage de ressources et des ressources qu'on aurait pu utiliser pour d'autres données, donc c'est un petit peu dommage. Donc là, pas de problème, on pourra retrouver un petit peu ce compteur par la suite. On vérifiera un petit peu tout ça, en tout cas pour compléter ce qu'on a. Donc on va le vérifier même en fait déjà maintenant, en fait on peut le... Non, on va le voir après. On va compléter avec l'autre, je veux déjà qu'on aborde celui-là, ce qu'il est assez lié, et après on reviendra sur les trois par rapport aux différentes méthodes qu'on a. Donc là, on peut partager les ressources, il n'y a pas de souci, et on aura toujours en fait référence à la même chose, il n'y a pas de problème. Je mets ça en commentaire, et ça ira très bien. Passons au pointeur faible, c'est en fait un pointeur partagé, d'accord? Donc en fait, mais qui va agir comme observateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va pouvoir pointer vers un objet qui est partagé, comme le font en fait shared pointer, d'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Sauf que lui, il n'en a pas la propriété. C'est pour ça qu'il est dit faible, weak pointer, puisqu'en fait, pour autant, même s'il peut observer la ressource, il n'en a pas la propriété.
autant là, lui devient propriétaire, le premier d'ailleurs, et lui, SPTR2 devient aussi propriétaire de cet entier, autant là, ce ne sera pas le cas. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre ce dernier ici, ok, et ici je vais créer, alors on va par contre indiquer, parce que sinon le auto risque de me créer un pointeur partagé, c'est pas ce que je veux. Donc moi je veux bien lui indiquer volontairement, explicitement que c'est ce que je veux faire là, donc WPTR ici, et je vais faire SPTR1. Vous voyez que j'ai créé la même syntaxe comme si je faisais une copie. Donc, on peut se dire, ok, je vais reprendre ça. Je vais reprendre la même syntaxe pour lui. Normalement, on est d'accord, si ce que je vous ai dit est logique, cohérent, ça devrait donc faire référence à la même chose. Alors oui, ça c'est un cas particulier, je suis allé un peu vite encore. On va passer un petit peu après. Mais vous voyez qu'on a une erreur. On voit effectivement que, visiblement, on ne peut pas l'afficher tel quel. Pourquoi? Parce que je vous l'ai expliqué, il n'a pas la propriété de l'objet. Donc, comme il n'a pas la propriété, il n'a pas le droit en fait d'afficher la valeur de la ressource en fait qui est directement pointée. Pour ça, il doit entre guillemets un peu pas demander la permission, mais il doit en fait se placer sous la forme d'un pointeur partagé, donc être converti en pointeur partagé, et à partir de là effectivement de pouvoir afficher l'information. Comment on fait ça? C'est assez simple, on va utiliser une des méthodes qu'on va retrouver et que je vous montrerai un petit peu plus en détail aussi. On va directement donc passer dans une condition, comme ça on récupère le retour, parce que sinon en fait on récupérait une information pas valide, donc on va mettre ça dans une condition. Et on va utiliser le pointeur avec la méthode lock. Il va verrouiller ce dernier, il va renvoyer, donc cette méthode va renvoyer un pointeur partagé. Et si c'est bon, dans ce cas-là, il peut afficher l'information. Si c'est pas bon, c'est qu'il n'a pas pu le verrouiller, il n'a pas accès, ou l'information n'est plus disponible, peu importe. Donc je vais mettre petit message, c'est non. Voilà. Donc c'est obligatoire, d'accord, d'avoir un petit peu tout ça, et ici on va le changer de nom, bien sûr, ce que j'ai oublié. On va l'appeler ob, comme pour observateur, voilà, hop, et ça ira très bien. Donc là c'est un pointeur, à partir de là c'est un pointeur partagé, ici c'est un shared pointer, donc évidemment il a accès à la ressource, tout ça. Mais pour autant il n'en a pas acquis la propriété, on a juste fait une conversion, le temps d'afficher l'information, c'est tout. Mais weak pointer, donc lui, n'a pas la propriété de l'objet, c'est là tout l'intérêt de ce type de pointeur, ce troisième type. Sinon il n'aurait pas été inventé, on aurait gardé juste unique et shared et ça aurait été très bien. Et vous voyez qu'ils font bien référence, en tout cas ils pointent sur la même information, donc ça fonctionne très bien aussi. Ça fait pas mal de choses, comme vous voyez, on a vu pas mal d'éléments, et on va maintenant compléter, pour terminer en tout cas cette vidéo, avec quelques outils que l'on a un petit peu avec tous ces éléments, voir un peu ce qu'on peut faire avec ces derniers. Alors pour le pointeur unique, on va revenir sur lui, voir un peu ce qu'on a, ce qui est disponible, qui de toute façon sera disponible avec d'autres. Vous allez pouvoir directement libérer la ressource. Je vous ai dit que par défaut, la ressource va être libérée en fait une fois qu'on arrive à la fin. Voilà, une fois qu'on l'a quitté, par exemple ici la fonction, c'est une portée locale, donc une fois qu'on sort de cette portée, la libération se fait automatiquement. Si pour une raison ou une autre, quelle qu'elle soit, ça c'est à vous de voir, vous aviez besoin de libérer la ressource avant, bien évidemment vous pouvez le faire. D'ailleurs, quand vous faites référence ici à ce pointeur lui-même, il sera vrai ou faux. C'est-à-dire que si je fais ceci, ça veut dire que la ressource est là, elle existe, d'accord? Donc je vais mettre oui. Il y a un message très très explicite, bien sûr. Et sinon, je vais mettre c'est non. On teste. Avant de rajouter du code, on va pas aller trop vite. D'accord? Il existe. On fait la même chose après coup, que vous voyez la différence bien sûr qui se passe, et on va libérer ce dernier. Donc libérer, en fait, il n'y aura plus de propriétaire. Donc le pointeur qui a la propriété de l'objet, on libère. Hop, on fait un reset. Et là, bien sûr, le résultat sera différent au deuxième coup. Voilà. La ressource a bien été libérée avant le moment où elle aurait dû être libérée, en tout cas automatiquement. Nous avons fait une libération manuelle. Alors pas une libération genre la mémoire, on a fait un free, c'est pas ça. C'est juste qu'on a une méthode qui encapsule toutes ces opérations de libération de mémoire, mais on dit voilà, j'en ai plus besoin, je sais que là j'en ai plus besoin, donc je choisis manuellement de dire c'est bon, j'en ai plus besoin, on libère tout, et après bien sûr c'est tout le reste qui s'occupe, le langage s'occupe de libérer tout ça comme il faut, proprement, sans qu'il y ait de fuite de mémoire, et ainsi de suite. C'est un outil que nous avons ici, très important. On va avoir bien sûr d'autres possibilités. Alors là c'est pareil, on pourrait, bon ça c'est un reset classique, on pourrait très bien renvoyer, parce que ça peut renvoyer ensuite, ça permet d'avoir un pointeur nul, donc de dire en fait on libère la ressource présente et on réinitialise le tout si vous voulez à un pointeur nul, ou on pourrait
réinitialiser à autre chose. Un peu comme là on a réinitialisé à 38, on pourrait réinitialiser la ressource avec une autre valeur. Donc ça, bien sûr, ça peut prendre des arguments reset, à vous de voir. Là, je vous ai fait en fait une réinitialisation en fait, où on libère la ressource et on n'en fait rien. Donc voilà. Sinon, on met ça éventuellement, mais surtout on n'affiche pas, le pointeur, parce qu'on ne peut pas afficher, n'oubliez pas, un pointeur nul. Donc il faut bien sûr regarder tout ça en tête. Autre chose qu'on peut faire avec tout ça, qui peut, enfin, éventuellement en tout cas servir, si on veut inverser les propriétés, pas les responsabilités, mais plutôt les propriétés. Donc là, dans quel cas ça peut être intéressant? C'est dans le cas où nous créons deux pointeurs uniques. Alors je vais faire ça comme ça maintenant, on va gagner un peu de temps au niveau de la syntaxe. Hop. PTR2. On refait ici. Je vais un peu vite sur le code, puisque là c'est juste, hein, je recopie des choses. Le plus important bien sûr c'est les explications. Et entre deux, on va faire un swap. On va donc inverser la propriété. C'est-à-dire que c'est le pointeur 1 qui aura la responsabilité alors, de cette valeur, donc 45, hein, de cet entier-là. Et c'est le pointeur 2 qui aura en fait la propriété de la ressource numéro 1 qui était à la base sur ce propriétaire-là. Donc très simple. Le premier pointeur unique, on swap avec un autre, en disant voilà, on inverse nos propriétés, les propriétés que nous avons chacun. Et bien sûr, vous allez voir à l'affichage, ils auront changé, ils pointeront en fait de manière inversée sur les choses. Voilà. PTR1 pointé donc sur 38, et maintenant sur 45 et inversement. Donc ça fonctionne très très bien. Ceci existe pour les autres aussi, de toute façon je vous le rappellerai, je ne vais pas remontrer le code à chaque fois, mais je vous le dirai si ça existe pour les autres cas un petit peu que nous avons ici. Un dernier exemple qu'on peut montrer, mais je le montre à la fin parce que c'est pas forcément des plus recommandés, mais c'est bien de savoir que ça existe. Si vous aviez besoin de passer en fait l'information à un pointeur brut, sans pour autant qu'il devienne en fait, qui nécessite de faire la libération manuelle de la mémoire, hein, ça restera un pointeur unique, mais c'est juste par exemple vous aviez une vieille fonction qui a besoin, en fait, qui demande en paramètre un pointeur brut. Voilà, c'est comme ça, vous l'avez pas écrit, vous êtes obligé d'utiliser cette fonction et elle prend en paramètre un pointeur brut. Elle ne prend pas un pointeur unique, un pointeur partagé. Donc c'est comme ça, et bien vous pouvez éventuellement y faire référence. Donc vous avez par exemple ici, voilà, je vais mettre P brut ou P raw, voilà, un pointeur comme ça. Et ici vous pouvez dire le pointeur en question, je récupère en fait ce sur quoi il pointe. Donc avec la méthode get. Et là vous récupérez effectivement un pointeur brut. Pour autant, comme je vous dis, pas besoin de libérer de la ressource, bien sûr. C'est toujours lui qui a la responsabilité de tout ça, puisqu'il existe. Donc c'est lui qui est le propriétaire de cet entier. Donc c'est pas parce que ici vous avez récupéré en fait ceci qu'il en obtient la propriété. C'est juste que ce pointeur pointe lui aussi sur ce nombre qui a pour valeur 38. C'est tout. Comme si vous aviez fait en fait un partage quelque part, mais pas un partage de propriété. Donc il fonctionnerait plus comme un weak pointer qu'autre chose. Donc c'est dans tous les cas toujours lui, parce qu'il est unique, rappelez-vous. Il a l'unique responsabilité, donc il est l'unique propriétaire de la ressource. Donc pas de problème, il n'y a rien à libérer manuellement. C'est toujours lui qui doit le faire. Mais sachez que ça existe, bien sûr, c'est pas recommandé. Mais voilà, je vous montre si vraiment un jour vous aviez besoin de ça. Sachez qu'on a bien sûr des outils pour tout ça. Et enfin, dernier point avec les pointeurs uniques, parce que je vous avais dit qu'on pouvait certes pas faire de copie, parce que il a une propriété unique, mais on peut faire du transfert, soit par std move, comme on l'a déjà vu précédemment, soit en libérant la ressource, mais en la libérant à un autre. Donc on peut éventuellement procéder de la sorte, et là bien sûr ça changerait tout. Donc là en fait si on a le pointeur numéro 2, donc qui est aussi unique, c'est important, et dans ce cas-là, on lui dit voilà, je te transfère la propriété. C'est un transfert, ce n'est pas une copie. À ce moment-là, lui n'a plus la responsabilité de l'objet. D'accord? Alors d'ailleurs, si on fait... on va vous montrer ça. Hop. Et vous voyez que le programme plante. Pourquoi il plante? Parce que justement, lui n'a plus la propriété. C'est terminé. Il l'avait certes au moment où on a initialisé. Quand on a déclaré le pointeur, on a dit qu'il était le propriétaire,
Mais dès l'instant où de toute façon il a transféré cette propriété, et ben lui en fait il ne pointe sur rien, c'est terminé. Donc éventuellement il faudra leur faire, lui donner la propriété d'une autre source s'il faut, ou supprimer le pointeur, peu importe, ou le laisser tel quel, de toute façon hein, il vivra sa vie et il sera supprimé automatiquement. Donc bien sûr on ne peut plus faire ça. Voilà, cette ligne là n'est plus à faire, sinon on fait tout planter. Donc on se charge juste d'afficher celui qui a effectivement la propriété unique de la ressource, et vous voyez que c'est bien le cas. Très important. Donc il y a beaucoup de choses à savoir. Encore une fois, la syntaxe en elle-même, bon, c'est du C++, il n'y a pas de complications particulières, mais c'est plus tous les aspects théoriques qu'il y a derrière à bien comprendre. Et je le redis, je vais le répéter assez souvent, si vous n'avez pas besoin d'utiliser les pointeurs intelligents, ne le faites pas. La plupart du temps, vous n'en aurez pas besoin. Et quand vous en aurez besoin, vous saurez que vous en avez besoin. Donc vous n'aurez pas besoin de vous poser la question de est-ce que je dois en utiliser ou pas. Voilà, vous saurez tout de suite si vous avez besoin de ça pour résoudre votre problème, puisque vous n'avez pas d'autre solution, tout simplement. Voilà pour le pointeur unique. Je vais enlever donc tout ce qui a été utilisé pour ce dernier. Au niveau du pointeur de partage, donc pointeur partagé et le pointeur faible, on va bien sûr retrouver quelques distinctions, un petit peu quelques outils. On retrouve le reset, je ne vais pas vous le remontrer, un reset ça existe pour les deux. On a le swap, bien évidemment, on peut swap entre les deux, il n'y a pas de problème. On peut bien sûr récupérer le pointeur sous forme brute avec get. Donc encore une fois, je vous le montre, voilà, reset, on connaît, on a swap, on a get. Ok, ça on l'a vu. On n'a pas release parce que les ressources sont déjà partagées, donc ça n'aurait pas de sens de faire un transfert de propriété sur des éléments qui de toute façon seuls partagent la propriété, donc ça n'existe pas. Par contre, et je vous l'avais juste suggéré sans le vous montrer en détail, je vous ai expliqué que ces derniers ont un compteur de référence, c'est-à-dire du nombre de propriétaires que possède un objet. Et c'est le moment de regarder un petit peu tout ça. Je vais décaler ça, on va remettre le pointeur ici, et regarder un petit peu ce qu'on a. Donc là, ce qu'on va faire, c'est afficher le nombre de propriétaires qu'on a. Propriétaire de la ressource. Et vous allez utiliser, donc sur le seul qui existe, parce qu'à ce stade, il n'y a que ça qui existe pour le moment, on n'en a qu'un seul, mais évidemment sur ce pointeur partagé en question avec useCount. Je vous affiche ça rapidement, après on complète assez vite aussi pour voir un peu ce qu'on a. Et vous voyez qu'on a donc un propriétaire un petit peu logique finalement. Ça semble cohérent avec le reste. Maintenant, on crée un autre, SPTR2, qui prend bien sûr, qui partage en tout cas la ressource ici. Et on va afficher ça. Je vais même d'ailleurs le faire un troisième. Là, vous pouvez le faire avec n'importe lequel, parce que n'oubliez pas, il partage tout. Voilà. Donc ici, que vous indiquiez que, bon là, vous êtes obligé d'indiquer que le 2 se fait à partir d'une copie de 1, forcément. Par contre, ici, le 3 que vous indiquez qui fait une copie par rapport à 2 ou 1, ça ne change rien, puisque il partage la même ressource, n'oubliez pas. Donc ici, pareil, que vous le fassiez sur le 1 ou sur le 2, bien sûr s'il existe, ou le pointeur numéro 3, l'appel à la méthode, ça ne changera rien. Donc là, je ne vais pas vous montrer chaque cas, parce que je voulais juste dire à l'oral, mais vous pourrez tester de votre côté, vous verrez que j'ai raison et que ce que je vous dis fonctionne. Voilà. Donc on a bien cette fois-ci 3 propriétaires qui partagent tout ça. Donc ils partagent le même compteur, bien évidemment, et ils partagent la propriété de la ressource. Donc ça, c'est super important. Et bien sûr, à tout moment, si je fais SPTR3 reset, voilà, petit exemple, on refait, hop, je vais même mettre ici SPTR2 pour que vous voyez que c'était vrai. Oh, on va mettre le 3, ça fera pas plus de temps, en plus de toute façon sur la vidéo. Et voilà, on en avait un, on a créé deux propriétaires supplémentaires, donc on est bien passé à 3. On a permis la libération de la propriété depuis un propriétaire, donc on repasse à 2. C'est cohérent, c'est logique un petit peu avec tout ce que nous avions. Donc ça, c'est vraiment plein de choses comme ça à connaître et à comprendre, surtout dans tout ce qu'on a vu ici. Autre point bien sûr, puisqu'on peut avoir plein de propriétaires, on pourrait très bien en avoir un. Si vous aviez besoin en fait de vérifier que vous n'avez qu'un seul propriétaire, vous pouvez faire cette petite vérification aussi, c'est merveilleux, c'est super. Donc on va aller là, hop, et ici simplement, voilà, si lui a une propriété unique, enfin il est un propriétaire unique de la ressource, voilà, on va le mettre. Hop. Voilà, c'est super, c'est merveilleux. Sinon, il n'est pas content. Hop. Vous avez compris le principe. On change ça une fois qu'on a ajouté de nouveaux propriétaires. Ça, je vais l'enlever maintenant, c'est bon, on a compris. Ça aussi,
on a compris. Donc je crée un premier pointeur partagé, on vérifie s'il est l'unique propriétaire de la ressource en question, ensuite on en crée deux autres, et on vérifie si, voilà, l'un ou l'autre d'ailleurs, on peut vérifier n'importe lequel, rappelez-vous, ils partagent la même ressource, donc si je teste l'unicité sur le 2 ou le 3, ça renverra le même résultat, bien évidemment. Voilà. Donc il était bien seul au départ, mais il ne l'est plus après, puisqu'ils sont 3. Donc en fait, ça vérifie si le compteur, donc c'est comme si vous faisiez, au lieu de ça, que vous vérifiez si sptr1.useCount, donc l'appel à useCount égale 1. Donc il n'y a donc qu'un seul propriétaire. Ça reviendrait au même, mais ils ont fait une méthode pour que ce soit plus raccourci et que ce soit surtout plus pratique à faire. Enfin, pour terminer, je vous dis, on aura même eu 1 heure en fait à vous expliquer tout ça sur les pointeurs, mais c'est ce qu'il fallait. Je voulais pas faire ça en 2 parties, je trouvais ça important. De toute façon, c'est une vidéo, donc vous n'êtes pas obligé de regarder tout d'une traite. Hein, je rappelle, c'est une vidéo, ce n'est pas un cours en classe, donc vous en faites ce que vous voulez. Et on va regarder un petit peu bien les possibilités qu'on a avec le pointeur faible, même s'il n'y a pas grand chose, donc on retrouve toujours pareil, hein, reset, swap. Voilà, alors get c'est un cas particulier, mais voilà, ce qui nous intéresse surtout c'est ça, puisque get il n'a pas la propriété, donc il ne peut pas avoir ça, le pointeur faible. Par contre, on a vu comment afficher ce dernier, donc ça, ok. On a vu qu'il fallait notamment utiliser la méthode lock, qui permettait en fait de convertir en pointeur partagé, ici, et ensuite de pouvoir effectivement afficher l'information. Voilà, ça c'est ce que nous avions vérifié, en tout cas pour que ce soit fonctionnel. Bien sûr, si ça suffit pas, vous pouvez donc bien évidemment vérifier le compteur de référence, ça va de soi, puisque même s'il ne partage pas la propriété, elle y est, et ça peut être intéressant d'ailleurs de l'afficher. C'est vrai qu'à ce stade, ça peut être bien. De l'afficher ici, on va faire ça. C'est ça que je voyais visuellement pour que vous compreniez bien évidemment le nombre de propriétaires que nous avons. Parce que peut-être qu'à ce stade, des gens vont se dire, voilà, est-ce qu'on en a un, est-ce qu'on en a deux, est-ce qu'on en a 10, sait-on jamais. Y a-t-il une différence par rapport à l'utilisation que de simples pointeurs partagés? On va faire ça comme ça, et ensuite on revérifie ici, d'accord? Et voyons un peu si on a une différence par rapport à ça, parce qu'après tout, il a accès. Et là, vous voyez qu'on garde un propriétaire, donc ça correspond bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Certes, ici, il va pointer sur la même ressource en fait que gère SPTR1. Par contre, il n'en a pas pour autant la propriété. Donc il ne reste qu'un seul propriétaire, il est unique, en tout cas jusqu'à présent, jusqu'à cet instant, il reste l'unique propriétaire de cet entier qui vaut 45. Donc vraiment là c'est important de bien comprendre tout ça. Ensuite, on peut vérifier si une ressource est expirée ou pas, donc notamment avec le lui, parce que lui en fait il n'est qu'observateur, hein, ce pointeur là, il ne fait rien d'autre, il n'a pas de propriété en fait sur l'information, donc ça il peut le vérifier, par exemple, s'il y a bien sûr besoin de le faire. Donc donc en fait en gros ça revient à vérifier est-ce que le compteur vaut 0, voilà. Est-ce que useCount renvoie 0. Mais pour éviter de taper ça qui est un peu plus long, vous faites directement wptr et on va faire directement expirer. Voilà. Pas de propriétaire. Et sinon il y a alors endline, je dézoome un petit peu, hop, pour avoir la ligne complète. Donc il y a tac tac propriétaire actuel, c'est bon. Et on teste ça. J'ai marqué count. Oh il a eu n'importe quoi. Si out. Hein. Pas le moment d'inventer des choses. Surtout sur cette vidéo. On va éviter. J'ai oublié 2 points. Voilà. Donc comme vous voyez, le pointeur faible a accès au compteur. Il a lui aussi un compteur de référence. Et vous indique bien qu'il y a un propriétaire. Voilà. Donc c'est bien ce qu'il y a. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on libère. SPTR1 reset, terminé. Au revoir tout le monde. Et là, lui-même s'il était observateur, il va voir en fait qu'il n'y a plus de propriétaire. Et ça va tout changer. Voilà, pas de propriétaire. Et nous en avons fini. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc il y avait pas mal de choses. Mais je voulais qu'on aborde en tout cas tout ça pour se concentrer en tout cas exclusivement surtout sur les pointeurs bruts très rapidement. On n'a pas trop traîné là-dessus. Pour ensuite bien sûr faire l'introduction des pointeurs intelligents qui sont à utiliser.
Donc petit rappel, surtout pas de malloc de free, c'est du C, sinon faites du C si vous voulez utiliser ça. Pas de ça, sauf si vraiment vous êtes obligé de le faire, ça peut arriver dans certaines boîtes, hein, on vous obligera à faire ça ou modifier du code mais en gardant les vieilles outils, donc c'est un peu triste mais c'est comme ça. Mais privilégiez, si vous avez besoin de travailler avec des pointeurs, de travailler avec des pointeurs intelligents. En tout cas, si vous devez faire de l'allocation dynamique. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'allocation dynamique, vous pouvez utiliser des pointeurs bruts, ça pose pas de problème. Ça commence à poser des problèmes dès lors où on fait de l'allocation dynamique avec des pointeurs bruts, parce que ça sous-entend que vous avez donc des risques de faire des erreurs et qu'il y a donc des risques de fuite de mémoire et des risques potentiels de bugs que vous introduisez dans vos programmes. Donc attention, les pointeurs bruts, on pourrait penser qu'il ne faut absolument pas s'en servir. Bon, il faut en avoir une raison, il faut avoir une raison de s'en servir, mais là où il pose problème, c'est surtout quand on fait de l'allocation dynamique de mémoire. Si vous ne faites que utiliser des pointeurs, comme je vous l'ai montré un petit peu en début de vidéo, sans allocation de mémoire, pour utiliser des pointeurs bruts si vraiment c'est le besoin que vous avez. Mais au maximum, utilisez des pointeurs intelligents pour la majeure partie des choses que vous aurez à faire, et utilisez bien sûr le type en question, même si je vous expliquais que c'est surtout celui-ci qui reviendra le plus, et ça, bon, il faudra que vous ayez fait des programmes un peu plus complexes, peut-être un peu plus développés, pour que vous ayez effectivement besoin de travailler avec ces deux types-là, qui serviront davantage. Mais au moins, je pense qu'on a fait le tour avec ce que je voulais, c'était assez complet, et au moins, voilà, je vous ai montré un petit peu ce que j'avais envie de montrer. Et pour le reste, hein, ce qui concerne la gestion de ressources de manière un peu plus, peut-être spécifiée, un peu plus détaillée, vous inquiétez pas, on verra plein de choses en annexe aussi, hein, dans les tutoriels de C++, pour compléter un peu tout ça. Le cours, c'est vraiment d'avoir les notions essentielles, en tout cas à mon sens, et après, bien sûr, les tutos viennent toujours compléter avec plein de choses, plus ou moins intéressantes, plus ou moins utiles d'ailleurs. Il n'y a pas que des trucs forcément très utiles, mais c'est plus pour de la culture générale et plus pour étoffer un petit peu vos connaissances et vos compétences dans le langage. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en tout cas dans ce langage. J'espère que ça a été suffisamment clair, parce que je sais que c'est pas toujours simple à expliquer toutes ces notions. Mais si à la fin, vous me dites en commentaire que vous avez compris, que pour vous c'est clair, que vous avez même testé dans des petits programmes et que ça fonctionne bien, que vous avez bien pigé le truc, et c'est super, et vous pourrez donc avancer sereinement pour la suite. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me partager un petit peu vos retours là-dessus, et je vous dis à bientôt, ciao.